C'était super vite. Le premier jour, quand j'ai lancé le truc, j'avais déjà connecté une source de données, ça tournait en local. Et ensuite, c'était la mise à l'échelle qui a pris plus de temps. Sur les 5 heures, la première heure, je pense que j'avais un truc qui fonctionnait très bien avec une source. La deuxième heure, ça fonctionnait avec toutes les sources. Et ensuite, les 3 heures suivantes, c'était comment est-ce que ce truc qui fonctionne en local peut fonctionner pour tout le monde. C'est là où j'ai passé le plus de temps, j'ai galéré, j'ai dû parler avec des gens. Finalement, le plus intéressant à la fin, c'était comment est-ce que d'autres gens peuvent utiliser mon app. Avant de démarrer, je dois vous parler de Weglot, le sponsor de l'émission sans qui ces épisodes ne seraient pas possibles. Et c'est un partenaire particulièrement bien placé pour un podcast sur l'IA. Dans une étude que je vous mets en description, Weglot a analysé 1,3 million de citations générées par les LLM. Et ce qu'ils ont trouvé est assez frappant. Britannica, par exemple, une des sources les plus citées au monde par les LLM, perd 55% de son trafic dès lors qu'une recherche est effectuée en français. Et tout ça parce que les IA privilégient le contenu dans la langue des utilisateurs. Donc si votre contenu n'existe que dans une seule langue, vous passez à côté d'une partie de vos clients et des IA qui les informent. C'est là que Weglot entre en jeu. Weglot vous permet de traduire votre site en 110 langues sans jamais toucher au code. C'est 100% français et déployé dans plus de 100 000 entreprises dans le monde. Et pour les auditeurs d'AI Club, ils ont un deal spécial. 3 mois offerts avec le code AI Club X Weglot sur les 3 premiers mois, valable jusqu'au 31/12/2026. Je vous mets tout ça en description et on se retrouve pour notre épisode. Savinien, bienvenue dans AI Club. Bonjour Eric. Merci pour l'invitation. Ouais, ça va super, et toi? Super impatient de faire cet épisode avec toi et puis que tu nous présentes ton use case parce qu'aujourd'hui on a 2 points communs en fait. Je me suis rendu compte en préparant l'épisode, c'est que tous les deux de manière très factuelle on est pas tech. Et la deuxième, c'est que Slack peut être une source d'angoisse. Et donc c'est vraiment moi à titre perso, le projet que tu vas nous présenter, c'est quelque chose que je pourrais développer en interne chez Spicy Lemon. Donc ça m'a beaucoup parlé. Et donc tu vas nous montrer un petit peu comment est-ce que tu as réussi à créer une sorte de chatbot qui répond à ta place en surcouche donc de Slack, vous l'aurez compris, pour répondre à toutes les questions de tes équipes. Donc trop hâte que tu nous montres ça. Mais qu'est-ce qui t'a pris en fait de développer tu vois, une app, une surcouche sur Slack, parce que comme je le disais, t'es pas dev et ça s'improvise pas pour autant. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, écoute, je pense que tout part d'un problème. Moi, je suis CPO chez Partout et l'objectif de mon équipe, c'est quand même de résoudre des problèmes à la base. Et donc moi, je suis un doer. En fait, dès qu'il y a un problème, ça m'énerve un petit peu. J'essaie toujours de trouver des solutions. Et en fait, ça fait des années qu'on n'était pas arrivé à craquer un petit truc chez Partout, c'est qu'on a beaucoup de gens, beaucoup d'employés qui nous posent souvent les mêmes questions, et pourtant en fait s'ils faisaient une petite recherche dans un canal Slack, en fait ils pourraient trouver la réponse ou une partie de la réponse assez facilement. Mais en fait les gens sont un peu flemmards, c'est-à-dire que ils préfèrent poser la question en ayant une réponse tout de suite de la part de quelqu'un plutôt que de faire une recherche. Et donc moi c'était un peu le use case que je voulais craquer. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui avec l'IA d'arriver à des solutions rapidement pour craquer ça, quoi. Ouais, et puis t'as pas détaillé, mais chez Partout, je sais pas, vous êtes plus de 400, 500, j'ai plus les effectifs en tête, mais en tout cas, ouais, en tout cas, vous êtes quand même assez nombreux, donc forcément sur une taille de boîte où en fait on est 10 à 50 personnes, ça va, mais dès que ça commence à grimper, tu te réveilles, j'imagine, le matin avec peut-être une 50aine de notifications, si ce n'est plus. Ouais. Et c'est là où en fait tu as besoin d'industrialiser quelque part les réponses que tu fais aux différentes personnes, parce que donc toi t'es CPO, mais c'est pas uniquement les personnes du product qui vont venir te voir justement, donc il y a aussi cette dimension là. Ouais, exactement. En fait, c'est surtout d'ailleurs les questions qui sont posées, c'est par des personnes qui sont hors équipe produit la plupart du temps, et les questions en fait. Souvent d'ailleurs, les réponses elles sont pas dans une seule même source de données. À chaque fois il faut aller regarder soit sur un wiki, soit sur un drive, soit sur je sais pas quoi d'autres. Et en fait c'est vrai que ça peut être compliqué de trouver la réponse. Là où c'est facile, c'est quand la réponse a déjà été donnée. Mais une fois de plus, les gens sont flemmards, donc c'est plus facile de demander à une personne qui sait plutôt que de faire sa propre recherche. Ouais, complètement. Donc là, tu avais ton use case tout trouvé. Tu t'es dit,
banco, c'est quelque Ouais, chose sur ouais. lequel, en tout cas, je peux me faire les mains, puisque comme tu l'as dit, tu es un doueur, tu as envie de trouver des solutions et tu te dis, bah, quitte à mettre les mains dans le cambouis, autant que ce soit pour quelque chose qui en vaille la peine. Bah ouais, en fait, ça faisait des années en fait qu'on essayait de craquer ça. Franchement, on a essayé des dizaines de solutions, des trucs en no-code, des trucs, enfin un peu manuels, franchement, on a tout essayé, même avec les ops pendant un temps. Et je pense que le problème que l'on avait, c'était que c'était pas aussi facile à craquer que ça, et qu'en fait, on n'est pas en fait des développeurs, en tout cas côté produit. Et je pense que c'était un problème qui nous impactait parce que les questions qui sont posées, elles étaient principalement pour l'équipe produit. Et donc il aurait fallu investir du temps, prendre un dev, faire des choses qu'on aurait pu faire, mais qu'on avait décidé de pas prioriser jusqu'à présent. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, j'ai deux objectifs. Un, c'est régler ce problème. Mais pour régler ce problème, bah, il faut aussi que je puisse monter en compétence sur les outils IA, comment ça fonctionne, essayer de vraiment de comprendre comment fonctionne la machine pour essayer de proposer une solution. Tu avais une petite base no-code, hein, ce que tu me disais aussi en amont de l'épisode, c'est que toi, tu étais quand même voilà, ultra no-code friendly, donc ça t'a aussi peut-être un peu démystifié le truc de dire, bah, en fait, je vais me remettre dans une phase d'apprentissage. Ça t'a pas fait peur du coup? Non, exactement. Et d'ailleurs, enfin, je trouve que c'est super complémentaire. Il y a plein de trucs qu'on peut faire en no-code. En fait, aujourd'hui, on parle souvent de l'IA va pouvoir remplacer tel process, des choses comme ça. Mais en fait, la réalité, moi, ce dont je me rends compte, c'est que bah, il y a la plupart des choses qu'on voudrait automatiser chez Partout. Mais en fait, on les a déjà automatisées bah, via soit du code, via du no-code, via autre chose. Et l'IA, en fait, elle vient en surcouche de tout ça. Elle nous aide. D'ailleurs, on aurait gagné beaucoup de temps à le faire avec de l'IA dans le passé pour bah, construire les workflows no code ou autre chose, mais c'est pas quelque chose qui vient remplacer ce qui a déjà existé. Ça vient juste en complément de tout ça. Et donc oui, moi je m'étais formé au no-code. J'ai construit pas mal de process chez Partout. Il y a beaucoup de gens bah, comme moi chez Partout. Ce qui est cool, c'est qu'on peut s'entraider pour faire tout ça. Et bah, du coup, la montée en compétence sur l'IA, c'était pas du tout un frein. Au contraire, c'était une opportunité pour moi de pouvoir avancer. Et ça va être aussi une opportunité d'accompagner d'autres personnes de la boîte à régler leurs propres problèmes, on va dire ça comme ça. Non, mais est-ce que ça te dit là qu'on passe derrière ton écran et que tu nous montres un petit peu déjà bah, quel type de questions tu peux avoir, d'où ça vient, à quel point l'IA peut répondre, comment est-ce qu'elle va chercher, enfin voilà, qu'on comprenne un petit peu avant peut-être aussi de voir, et je pense que c'est aussi le principe de l'émission, c'est de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on construit étape par étape. Alors évidemment, on pourra pas euh, montrer à chaque fois comment est-ce qu'on reconstruit une app, parce que j'imagine, et tu nous le diras, ça prend quand même un petit peu de temps, il y a quelques itérations entre les deux, mais au moins que vous ayez toute la logique. Et donc, Savinien a préparé tout ça de son côté. Donc, voilà, restez bien avec nous. Et puis, voilà, je te propose de partager ton écran, qu'on voit un petit peu comment ça se passe en arrière-boutique. On avait du mal dans le passé à centraliser les questions et les réponses qu'on pouvait donner aux gens. Donc en fait, on avait créé un channel qui s'appelle All to Product où n'importe quel employé pose une question et on a quelqu'un de l'équipe produit ou même quelqu'un d'autre de la boîte qui venait répondre. Et moi, en fait, mon objectif, c'est un jour de pouvoir tuer ce canal Slack et donc de construire quelque chose en fait qui puisse le remplacer et qui évite de polluer, là, dans ce cas-là, 328 personnes. À chaque fois qu'une personne pose une question, il y a 328 personnes qui sont notifiées. Ça crée beaucoup de bruit. Et en fait, je trouve que c'est pas super utile. Enfin, ça défocus beaucoup trop de personnes. Du coup, le workflow, en fait, que moi j'ai imaginé, c'est avoir quelque chose. Je savais pas trop ce à quoi ça allait ressembler au départ, mais quelque chose sur Slack, sur lequel en fait des personnes allaient pouvoir poser des questions et obtenir des réponses. Donc là, je me suis demandé, est-ce qu'il fallait que je mette en place une commande Slack qu'on pouvait poser dans n'importe quel channel où on pose une question, etc. et on obtient une réponse? Est-ce qu'il fallait que je crée carrément une application sur Slack sur laquelle les gens allaient pouvoir discuter comme avec un chatbot pour obtenir des réponses? Et du coup, ce que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai fait les deux. En fait, je pense qu'il y a deux use cases. Il y a le use case, on a envie de poser une question, mais sans polluer qui que ce soit, un channel ou n'importe quoi. Du coup, en fait, j'ai créé une app qui s'appelle Partout Knowledge. On vient dessus, on pose une question. Par exemple, ça peut être que comprend l'offre review management plus chez Partout. Donc là,
Donc là, Review Management, pour ceux qui savent pas, c'est une de vos offres. Donc vous êtes un SaaS B2B, vous avez plusieurs produits, dont Review Management. Ouais, exactement. Donc là, c'est en train de chercher. Ça prend un peu de temps. En fait, aujourd'hui, il n'est pas ultra optimisé le bot, enfin l'assistant, parce que je suis en train de travailler dessus. Mais ce que ça a fait derrière, c'est que j'ai branché en fait à cet assistant plusieurs sources de données. J'ai une source de données qui est notre wiki chez Partout, donc là où on vient documenter tout ce qui se passe chez Partout à destination des employés. Ça vient aussi chercher dans le Help Center, qui est cette fois-ci le wiki, mais à destination des clients, qui est public, qui est sur l'app des utilisateurs des clients. Et ça vient aussi chercher dans Lucas, nous, qui est notre outil SIRH. Si on pose des questions, par exemple, sur l'équipe, qui est le manager dans telle équipe, qui sont les personnes qui composent telle équipe, je sais pas, qui est dans l'équipe RH, qui sont les nouveaux employés, etc. Et donc, en fait, ça vient nous donner une réponse. Ok, donc là, on a le résultat, il a mouliné un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu là, donc pour ceux qui nous regardent pas sur YouTube, même si je pense que c'est la meilleure expérience pour cette émission, donc tu as un thread Slack qui s'est ouvert dans lequel tu as la réponse qui s'affiche. Ouais, exactement. En fait, ça a mouliné un petit peu et c'est venu derrière me donner la réponse à ma question, que comprend l'offre du coup produit Review Management Plus chez Partout, et du coup l'offre RM+, c'est une offre premium, blablabla, donc ça explique quelles sont les fonctionnalités qui la composent à l'intérieur, et surtout ça vient donner les sources. Donc là, je peux voir que c'est sur notre wiki Helium, et en deuxième article aussi qui en parle derrière sur comment mettre ça en place. Et ça, c'est un exemple. Et en fait, je pourrais très bien poser une question aussi sur des employés, ou poser une question sur comment mettre en place, je sais pas, telle fonctionnalité sur mon interface. Et ça viendrait répondre de la même manière. Et ça, typiquement, c'est à peu près 80% des questions qui sont posées dans le canal que je vous ai montré avant, All to Product. Et donc, c'est gagner un temps monstre sans créer de bruit. Et la deuxième chose qui a été créée, c'est dans n'importe quel canal, en fait, on peut taper la commande /wiki, poser la question, et on obtiendrait en fait la même réponse en thread derrière. Et qu'est-ce qui fait, par curiosité, que tu as créé ces deux options? Est-ce que par l'usage, en fait, tu as vu que les équipes, elles n'avaient pas le réflexe d'aller sur Partout Knowledge pour poser leurs questions, et que du coup, tu t'es dit, ok, moi j'ai envie qu'ils utilisent un peu cette solution. Est-ce que c'est pour cette raison? Est-ce qu'il y a une autre raison qui est plus d'ordre technique? Alors, c'est pas du tout d'ordre technique, c'est qu'en fait, j'ai commencé par créer donc cette application Partout Knowledge. Ensuite, en fait, à l'utilisation, ça fonctionnait bien. Je me suis dit que ça c'était assez cool, mais je me suis aussi rendu compte que, en fait, sur certains canaux Slack, en fait, quand on crée, par exemple, je sais pas, quand on veut créer une nouvelle fonctionnalité, nous on crée un nouveau canal, et du coup dans ce canal, des gens posent des questions parce qu'on vient intégrer des gens du business, on vient intégrer des gens du produit, du marketing, etc. Et de temps en temps, il y a des questions, en fait, où on a déjà les réponses. Et donc, en fait, je voulais montrer aux gens aussi, dans ces canaux-là dans lesquels je suis, qu'en fait, en tapant la commande /wiki et en posant leurs questions, en fait, ils pouvaient aussi faire bénéficier les autres personnes d'une réponse directement. Donc, en fait, ils posent la question, il y a une réponse. N'importe qui dans le canal pourrait voir cette réponse, et je pense que c'est comme ça aussi qu'on diffuse le knowledge dans la boîte. Ouais, c'est super intéressant. Ok, je vois du coup la logique, ouais. Ouais, c'est un peu moins utilisé. En fait, le plus utilisé, c'est cette app-là. Et d'ailleurs, j'ai mis des logs, du coup, pour pouvoir suivre tout ça derrière. Je suis capable de savoir, en fait, qui a posé quelle question. Est-ce que c'est via la commande? Est-ce que c'est dans, l'application, etc. Et ça me permet, du coup, aussi de faire évoluer un peu tout ça. Quand je vois qu'il y a des erreurs, des choses comme ça, j'essaie de les corriger. Et petite curiosité d'un point de vue purement technique, même si là, tu es quelque part en environnement fermé, parce que du coup, il va, comme tu as dit, il va chercher dans ton wiki interne, il va chercher dans ton Help Center, il va chercher sur ton SIRH. Est-ce que malgré tout, tu as été confronté, à des cas d'hallucination, et deux, des cas où en fait les réponses étaient absolument pas pertinentes, malgré le fait que le contexte sur le papier était bien organisé? Alors complètement. En fait, c'est de l'apprentissage. Au début, quand j'ai commencé à le faire, j'avais aucune source de données. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'était que je lui disais, en fait, réponds juste à une question. Finalement, j'avais créé l'espèce de chat GPT qui était intégré dans Slack. Donc c'était quand même
assez limité, parce qu'en fait, il suffisait juste d'aller sur ChatGPT, par exemple, et poser la question et obtenir la même réponse. Mais en fait, ça m'a permis aussi derrière de créer un cadre en expliquant, tu ne vas pas chercher de réponses sur Internet, tu te bases uniquement sur ces sources de données. Donc, il a fallu derrière aussi apprendre à brancher ces sources de données. Il y en a certaines, c'est par des MCP, il y en a certaines, c'est par des API. Et du coup, en fait, moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi sur comment ça fonctionnait. Et là où je pense j'ai un peu plus galéré, c'était sur la partie sécurité. Parce que au départ, en fait, si je posais la question, par exemple, donne-moi la clé API de telle source, en fait, vu que je l'avais mise en dur dans le code, en fait, ça l'a renvoyé directement dans la réponse, ce qui est vraiment pas ouf. Et donc, après, je me suis aussi renseigné dans la boîte avec des personnes qui sont compétentes dans le domaine sur comment est-ce que je pouvais sécuriser tout ça, mettre en place ce cadre autour pour éviter les hallucinations, le fait qu'il y ait des problèmes de sécurité, des petites choses comme ça, pour arriver à ça. Et juste en termes de temps, pour développer cet agent-là, ça m'a pris en fait l'équivalent d'un mois, mais sans y passer beaucoup de temps par jour. En fait, je le faisais un peu sur mes heures perdues. Dès que j'avais 5 minutes par-ci par-là, j'y passais un peu de temps, mais j'ai jamais passé 5 heures d'un coup pour le faire avancer. En fait, je trouvais ça sympa juste d'apprendre petit à petit des petits moments comme ça pour pouvoir le faire. Et j'ai fait ça sur un mois, mais en termes d'heures, ça a dû peut-être me prendre, je sais pas, 4-5 heures à arriver à un bon résultat. Ouais, ouais, non, mais bon, comme quoi c'est possible, enfin, pour ceux qui te connaissent pas, en plus, donc t'es CPO, tu cours énormément et malgré tout, tu as réussi à développer cette app là en parallèle. Donc, c'est la preuve qu'il n'y a pas non plus besoin, et c'est ça que je trouve génial avec l'IA dans le développement d'app ou d'outils, on va dire, même qui soient très très simples, c'est la capacité à pouvoir avoir un résultat correct, en tout cas sur ce type de use case-là, assez rapidement et sans être super expert. Ouais, exactement. En fait, ça va super vite même en termes d'apprentissage. Sincèrement, ça va super vite et on a des résultats qui sont vraiment ultra corrects assez rapidement. Et ensuite, c'est du fine tuning pour arriver à quelque chose de vraiment très propre. On va revenir sur les aspects sécurité après. J'imagine que ça va en intéresser pas mal d'entre vous, donc on garde ça pour la fin. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui, donc ça c'est ton produit final, peut-être qu'il évoluera d'ailleurs à terme, peut-être que ça sera une app complètement désolidarisée de Slack, ou peut-être qu'il y aura différentes interfaces, mais là aujourd'hui c'est le produit fini quelque part que tu nous présentes. Est-ce que tu peux nous rembobiner un petit peu le projet et nous dire un petit peu quel type d'outil tu as utilisé, comment, dans quel ordre, enfin voilà, qu'on puisse comprendre et que les personnes puissent, tu vois, s'approprier un peu ton use case et te dire, en fait, moi j'ai un peu le même problème dans ma boîte, j'aimerais bien le faire, donc l'idée c'est qu'on arrive à leur transmettre quelque part la feuille de route ensemble. Ouais, alors en fait, du coup, pour construire en fait cet agent, au début, en fait, je me suis demandé comment est-ce qu'on crée une application Slack. Donc ça, rien de plus simple. Je suis allé, on utilise Claude en interne. Donc je suis allé sur Claude. Je lui ai dit, aide-moi à construire une application sur Slack. Du coup, il m'a expliqué qu'il fallait passer par Cloud Code, etc. En fait, derrière, j'allais avoir besoin d'un endroit pour déposer du code, que j'allais devoir devoir héberger un serveur pour que des gens puissent poser des questions et qu'en fait ce soit pas hébergé sur ma machine et que ma machine soit allumée pour obtenir une réponse. Je vais rentrer un peu dans le détail de tout ça. Et ensuite que cette réponse elle soit générée pour être renvoyée sur Slack. Et moi, ce que je voulais, c'est que ce soit en thread. Du coup, ça me paraissait un peu compliqué tout ça. Donc, je me suis demandé déjà comment est-ce que j'allais pouvoir produire du code. Donc, en fait, je suis allé voir les développeurs. Les développeurs, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que il me fallait un IDE. Un IDE, c'est un logiciel qui permet du coup de pouvoir produire du code. On vient écrire du code. Donc, moi, j'utilise Cursor. Donc, Cursor, en fait, c'est un IDE sur lequel, en fait, il y a un gros avantage, c'est qu'on peut aller brancher très facilement des LLM. Donc moi, j'ai pu brancher Claude en 2 secondes. Et au lieu d'écrire le code par moi-même, en fait, moi, je peux prompter. Et en fait, il y a le code qui est produit par Claude et qui s'affiche dans l'IDE. Est-ce que peut-être tu peux juste montrer pour les gens qui sont pas hyper familiers de la chose et juste
en parallèle, moi, ce que je veux vous dire, c'est que il y a Cursor qui est très connu, qui est super utilisé, mais il y a aussi des IDE comme VS Code. Et à titre personnel, tu vois, au début, je sais pas si toi tu as eu ça, mais j'ai voulu commencer à aller sur le terminal, justement pour me faire la main. Et en fait, quand j'ai vu l'interface, la syntaxe, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une alternative. Et c'est là, comme ça, que je suis tombé sur les IDE, que ce soit Cursor ou VS Code. Mais voilà, il y a plein d'alternatives. Il n'y a pas besoin de payer. Et ça vous permet d'avoir une vue euh, très holistique de tous vos dossiers, tous vos projets. Et derrière, de pouvoir développer, en tout cas, prompter pour que la machine développe pour vous. Du coup, bah ça en fait c'est l'interface de Cursor. Ce qu'on peut voir, c'est tous nos fichiers et tout le code en fait qui le compose. Donc ça en fait c'est le code de toute l'application qui est, enfin tout ce qui fait tourner en fait l'application sur Slack. Et donc ça, ce code, bah moi je l'ai généré directement dans Cursor via Claude qui est branché. Et donc en fait, si j'avais été un développeur, bah, j'aurais pu soit écrire ce code à la main, mais moi j'ai pas les connaissances. Bah du coup en fait ce code je l'ai fait générer par Claude. Est-ce que tu Ensuite, peux dire un petit peu là-dessus, parce que je sais que tu as une approche et on en a discuté en off et c'était marrant de voir un peu les similitudes. C'est quoi un peu ton approche avec Claude justement pour l'amener à écrire le code? Parce que je pense que une des sensations que beaucoup de gens ont, c'est de se dire, bah, en fait, ouais, moi je sais pas par où commencer. Et en fait, je trouve que la manière dont tu l'expliquais, c'est il n'y a pas de complexe à avoir, à pas savoir. Par contre, il faut réussir à trouver la bonne manière d'obtenir le résultat qu'on souhaite atteindre en ouais, étant curieux, en agissant de manière organique. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu interagissais entre Claude et Cursor? ouais, bah en fait j'avais ouvert une fenêtre à côté avec Claude et je lui disais, bah en fait comment déjà on peut te brancher à Cursor. Donc ça il explique étape 1, faut faire ci, faut faire ça, etc. En vrai c'est assez facile. Et ensuite, bah, je lui disais, bah, une fois que c'est branché, une fois que j'ai mon code, qu'est-ce que j'en fais? Et du coup, bah, en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que bah, je pouvais, dans un premier temps, en fait, essayer de faire tourner mon application en local. Du coup, pour créer l'application et faire en sorte qu'elle tourne, ce qu'il fallait, c'est il me crée en fait un serveur en local. Donc, faire en sorte que mon ordinateur, ce soit le serveur au milieu, par là où va transiter en fait toutes les informations. Quelqu'un va poser une question sur Slack. Cette question derrière, et ben en fait, ça va faire un appel pour obtenir une réponse du coup à un LLM. Et ensuite, pour envoyer la réponse sur Slack, il faut que ça passe par le serveur, bah, lui qui va rediriger. Et donc, bah, ce que m'a expliqué Claude, c'est au début, on va faire étape par étape. La première étape, c'est qu'on va créer l'application sur Slack. Donc, il m'a dit, Mhm. tu vas sur Slack, tu vas dans les settings, tu fais ci, tu fais ça, blablabla. Tu mets un logo, machin. Donc, j'avais l'application Partout Knowledge. Ensuite, ce qu'il m'a dit, c'est maintenant, en fait, on va rajouter l'adresse de ton serveur local. Donc, il m'a donné bah, une adresse IP. J'ai dû la rajouter directement dans l'application sur Slack. Et ensuite, il m'a expliqué, bah, en fait, vraiment quoi faire de bout en bout pour arriver pour arriver à mon résultat, qui est une personne pose une question sur Slack. Derrière cette question, elle obtient une réponse par un LLM et cette réponse, elle est renvoyée en thread sur le thread de la question sur Slack. Et donc tout ça tourne en local. Mais là où c'était embêtant, parce que ça crée un autre problème derrière, c'est que, bah, en fait, pour que cette application fonctionne, il fallait comme un ordinateur, il reste allumé tout le temps. Donc, si n'importe quel employé posait une question, par exemple, le week-end et que mon ordinateur était fermé, bah, en fait, il n'y avait aucune réponse qui était donnée. Et donc, c'est là où, en fait, je me suis demandé comment est-ce que j'allais pouvoir héberger en ligne un serveur pour faire en sorte que ce soit toujours fonctionnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est là où on est rentré, enfin en tout cas où moi je suis entré sur un niveau de complexité un peu plus dur parce que bah, en fait j'avais pareil aucune connaissance sur comment héberger ça en ligne. Et du coup, bah, en fait, la complexité, ça a été que, bah, il fallait trouver une solution d'hébergement. Donc, Claude m'en a proposé plusieurs. Mais nous, on est certifié ISO 27001 chez Partout. Donc, on doit quand même faire attention en termes de sécurité, etc. Et donc, je suis allé voir bah, notre responsable sécu en interne, la personne qui gère toute cette partie sécurité. Et je lui ai demandé comment est-ce que je pourrais héberger ça en ligne. Donc, il y avait plusieurs solutions qui s'offrent à moi.
mais il y en a une qui était beaucoup plus simple. C'est qu'aujourd'hui, nous, du coup, on travaille principalement avec AWS, mais on travaille aussi avec Google sur de l'hébergement, notamment pour notre data warehouse. Et sur l'environnement Google, en fait, on peut héberger très facilement des serveurs. Et d'ailleurs, on le faisait déjà pour d'autres équipes. Donc, en fait, il m'a aidé à construire cette partie-là. Donc, ça, c'est lui qui l'a fait. Il m'a créé une instance de serveur, etc. Il m'a donné les identifiants. Et ensuite, moi, j'ai demandé à Claude comment est-ce que je fais en sorte de transférer tout ce que j'ai en local sur cette partie serveur. Mais là où cette personne-là, côté sécurité, en fait, et elle a eu raison, en fait, elle m'a dit de faire attention, c'est qu'elle voulait revoir mon code avant qu'il passe en production sur quelque chose qui tournait pour toute la boîte. Ouais. Et donc là, j'ai dû mettre en place en fait un système de pull request. Donc en gros, l'idée, c'est de dire que le code qui est produit du coup en local sur mon ordinateur, en fait, ce code est revu par une autre personne pour vérifier qu'il n'y ait pas de faille de sécurité, de problème, que ça n'allait pas générer autre chose. Et pour faire ça, en fait, on a besoin d'héberger le code en ligne. Donc là, dans ce cas-là, on utilise nous GitHub. Il y en a d'autres, mais qui est le par défaut presque, j'ai envie de te dire, pour les devs. Ouais, exactement. Et du coup, moi, en fait, ce que fait GitHub, c'est qu'en fait, ça permet d'héberger des projets, d'héberger du code en ligne, et ça permet en fait de faire des pull requests, à savoir envoyer du code, que ce code en fait, il soit relu par une autre personne qui va checker s'il y a des erreurs, des choses comme ça, avant de le merger, donc de le rajouter au code qui est déjà en production pour obtenir les nouvelles fonctionnalités. Et donc ça, moi, je connaissais GitHub, le fonctionnement, etc., mais je l'avais vraiment jamais utilisé en tant que, entre guillemets, développeur, à savoir prendre du code de mon ordinateur, l'envoyer sur un projet en ligne, regarder s'il y avait des erreurs que l'autre personne qui le relisait avait catché, les corriger, refaire des pull requests, merger le code, etc. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et du coup, en faisant ça, derrière, j'ai pu transférer tout ce qu'il y avait sur mon ordinateur en ligne et faire en sorte que n'importe quel employé puisse poser une question à n'importe quel moment sans que mon ordinateur soit allumé pour obtenir une réponse. Et là-dessus, tu vois, donc si je résume, t'es passé par une phase où t'as commencé à interagir avec l'autre pour faire ton expression de besoin. Oui. Cette expression de besoin, elle s'est traduite par une V1, mais en local. Oui. Et une fois que tu avais éprouvé cette V1, que tu l'avais validée sur un plan fonctionnel, c'est là où tu as commencé à dire comment est-ce que je la rends disponible à l'ensemble de la boîte. Et donc, c'est là où il a fallu passer par la case GitHub pour justement pouvoir héberger le code, mais avant qu'il soit hébergé, qu'il soit bien review pour qu'il n'y ait pas de faille de sécurité, que ça pose pas de problème d'un point de vue infra au sein de l'infrastructure partout. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, c'est dans cette phase-là que, en fait, on s'est rendu compte que mes clés API, enfin tout ce que j'utilisais, en fait, était en dur dans le code et que c'était pas une bonne solution. Et donc, la solution qui était préconisée du coup par le responsable sécurité, c'était de créer, en fait, un Vault. Un Vault, c'est un coffre-fort. En gros, c'est un endroit qui est hébergé. Qui contient en fait toutes les clés API et c'est pas accessible ailleurs, personne peut y accéder en fait. C'est vraiment. Il est sur quoi là, c'est pareil, c'est sur l'environnement Google. J'ai oublié le nom en fait du truc. Enfin, c'est cette personne qui me l'a mis en place. Il m'a dit tiens, je t'écris un Vault. Du coup, tu dis à Claude d'envoyer directement sur le Vault qui est branché sur ton environnement. Il va mettre toutes les clés. Là d'ailleurs, c'était ça. Store Luca Token automatically via Terraform. Terraform, du coup, c'est l'outil qui permet du coup de faire ces mises en prod, etc. Et du coup qui a été stocké en fait tous ces tokens. Et en fait, derrière, un autre truc qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de stress tester un peu du coup l'application. On lui a envoyé des dizaines en fait de requests, voir si ça allait le paralléliser ou pas. Donc c'était pas le cas au début. Maintenant, si deux personnes posent des questions en même temps, elles vont obtenir les réponses. Enfin, ça va être parallélisé. Ça va pas attendre que la première personne ait une réponse pour que la deuxième en ait une autre, etc. Enfin, ça nous a permis en fait de déceler plein de petits problèmes auxquels on n'avait pas pensé initialement et de les régler efficacement. Et justement, là, par rapport à tout le développement de ce projet, si tu devais quelque part mapper les difficultés, les apprentissages que tu as eu, que ce soit sur
la première partie. Parce que moi, je pense que sur la première partie, la vraie difficulté, c'est de réussir à bien cadrer le besoin. Ouais. Parce que bah, c'est un peu le concept du MVP hein, quand tu développes en soft, c'est de te dire c'est quoi le produit minimum viable qui permet de réaliser la promesse. Donc c'est quoi un petit peu tes apprentissages, que ce soit voilà sur cette phase de code ou sur la phase plus en aval sur comment est-ce qu'on arrive à matcher les critères de sécurité, comment est-ce qu'on s'assure que je sais pas, ce soit adopté. Enfin, il y a plein de, je pense qu'il y a plein de petits apprentissages qui sont intéressants à partager. Ouais, il y en avait plein. Alors déjà, je pense que le premier, moi, c'était utiliser un IDE. En fait, utiliser un éditeur de code. Bah, je n'avais pas forcément l'habitude et en fait, j'avais déjà créé des petits agents, mais les agents, je les créais directement dans l'application Cloud Code et je lui disais, bah tiens, crée-moi un agent qui permet de faire ci, ça, etc., machin. C'était hébergé en local et ça marchait très bien. Et en fait, d'ailleurs, au début, j'avais commencé à faire ça, mais ensuite, ça m'intéressait de savoir à quoi ça ressemblait et comment brancher un LLM directement sur un IDE. Du coup, je l'ai fait par curiosité, mais en fait, j'aurais très bien pu juste passer par Cloud Code, l'application, pour faire tout ça. Ça, c'est un premier apprentissage. Le deuxième, c'était GitHub. En fait, comment envoyer du code, comment récupérer du code aussi. Si quelqu'un avait bossé sur le projet, aujourd'hui, je saurais le faire. Je suis tout seul dessus, mais si on était plusieurs à travailler, en fait, si une autre personne pousse du code, je serai en capacité de pouvoir regarder le code de cette personne et demander par exemple à Claude de relire le code, vérifier s'il y a des problèmes ou pas avant de pouvoir merger tout ce code-là. Ensuite, le troisième, c'était créer une application sur Slack. Ça peut paraître bête, hein, mais en fait, créer une app sur Slack, je n'ai jamais réellement créé jusqu'à présent. J'avais déjà interagi avec des canaux sur Slack, posté des messages automatiques, etc. Mais j'avais jamais créé une app sur laquelle on pouvait converser. Et donc ça, super utile aussi. J'ai appris aussi à héberger en fait finalement un agent en ligne. Aujourd'hui, je pense qu'une des grosses difficultés des entreprises à l'ère de l'IA, c'est que les employés créent plein d'agents de leur côté pour régler plein de problèmes et c'est trop cool. Par contre, ils sont hébergés sur leur ordinateur. La personne part, en fait, on perd le knowledge. Et, euh, et là, en fait, moi, j'ai appris à comment en fait je pouvais rendre un agent disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les employés. Je connais pas en fait tout le process à 100% parce qu'il y avait le responsable sécurité qui m'a quand même bien aidé sur cette partie-là. Mais là, c'est ce que je suis en train d'essayer de continuer d'apprendre pour pouvoir moi être autonome dans le futur et pouvoir du coup aider d'autres personnes à pouvoir les héberger en ligne chez partout. Et ça, je trouve que ça va être vraiment cool. Et un des aspects qui est très lié, c'est la partie sécurité, laquelle en fait j'avais pas du tout pensé et imaginé. Donc créer un Vault, pouvoir rajouter du coup des clés API, enfin toutes les données sensibles, pouvoir les mettre dedans et pouvoir y accéder depuis un agent. En fait, j'ai trouvé ça super intéressant, super cool, super utile. Et la dernière chose, c'est l'adoption. Et en fait, l'adoption, là, j'ai un gros travail à faire. Je suis en plein dedans. C'est faire en sorte que tous les employés de la boîte puissent l'utiliser et que petit à petit, en fait, on puisse tuer le canal All to Product que je montrais tout à l'heure. Et en fait, je me dirais que le jour où j'arrive à tuer ce canal, j'aurai réussi mon boulot. Parce que en fait, ça veut dire que les gens auront trouvé un autre moyen d'obtenir de l'information sans déranger 350 personnes, enfin 328. J'ai deux questions là qui me viennent là, en prenant un petit peu de recul et aussi en me basant sur ce que tu viens de dire. La première, parce que je pense qu'on est aussi sur les apprentissages là, c'est d'un point de vue consommation de tokens. Tu l'as dit, il y a des gens qui posent énormément de questions. Des fois, ils ont juste la flemme de se chercher, donc ils vont poser la question. Sauf qu'on sait aujourd'hui que le coût des tokens, en fait, on le paye pas réellement. Donc, comment est-ce que aujourd'hui tu te projettes avec peut-être une facture qui pourrait grimper à l'avenir? Comment est-ce que tu te projettes, soit d'un point de vue best practice avant de poser la question, donc en termes de côté utilisateur, ou comment est-ce que tu te projettes d'un point de vue architecture? Alors en fait, là tu poses une excellente question et je me la suis posée en fait pour être tout à fait transparent cette semaine. En fait, t'as vu la facture d'Anthropic arriver, tu t'es dit oula. ouais, en fait non, pour l'instant ça nous coûte pas très cher. Ça c'est le truc un peu cool. Donc ouais. Non.
pour l'instant, ça ne nous coûte pas très cher. Moi, j'ai peur que ça puisse nous coûter cher. C'est plutôt ça. En fait, et j'ai réfléchi et je me suis dit, aujourd'hui, on a un canal Slack où il y a 328 personnes qui sont pingées à chaque fois qu'il y a une question qui est posée. Du coup, ça veut dire qu'on dérange beaucoup de gens, donc ça nous coûte assez cher. Ça, c'est un premier point. Je pense qu'un deuxième truc, c'est effectivement le prix des tokens, le prix des LLM peut grimper et va grimper, je pense, dans le futur. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on maîtrise ça? Et en fait, j'ai pensé à un mécanisme, c'est que il y a souvent la même question qui est posée. Donc en fait, là, je suis en train d'essayer de voir pour améliorer du coup mon app et faire en sorte que si une question est posée, qu'il y a déjà une réponse qui est stockée ou loguée, en fait, au lieu d'aller régénérer une réponse, d'aller rebousiller du token pour pouvoir générer une réponse, on puisse juste aller choper une réponse qui a déjà été donnée et du coup pouvoir l'envoyer directement sur Slack. Et donc dans ce cas-là, en fait, tu réduis quand même la consommation à ce moment-là. Et ensuite, d'un point de vue infra, bah là en fait, je pense que j'ai pas les connaissances pour l'instant et j'ai un point cet après-midi avec le responsable sécurité pour savoir en fait comment est-ce qu'on pourrait améliorer tout ça. Donc c'est les sujets du moment. J'ai pas les réponses à tout pour l'instant, mais c'est un vrai sujet. Ouais, c'est ça, le sujet de l'efficience quelque part énergétique de ton agent, de ton modèle, de ton app, peu importe. Ouais. Mais oui, c'est un truc qui doit interpeller. Et l'autre question, attends, que je me posais, c'est finalement, si je rembobine vraiment au début, tu me disais que vous n'aviez pas réussi à craquer le truc. Je pense que tu as peut-être aussi cherché des outils qui pourraient être capables de le faire en parallèle, en tout cas au tout début dans ta recherche. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi avec l'IA parce que techniquement, si toi, tu as réussi, un produit plus classique aurait pu exister. Donc, voilà. Qu'est-ce qui fait que selon toi, tu as craqué le truc dans ta manière de concevoir le produit qui pourrait éclairer les gens pour eux-mêmes pouvoir se développer leur propre outil? Ouais, alors ça, pareil. En fait, aujourd'hui, nous, on a plusieurs outils, enfin comme toutes les boîtes, on a plusieurs outils pour faire différentes choses. En fait, on trouvera jamais un outil qui permet d'héberger, par exemple, un outil SIRH, il va pas servir non plus de Help Center, il va pas servir demain de, je sais pas, d'outils Kanban pour une équipe produit, etc. Donc nous, on a plein d'outils. Et en fait, le constat, c'est de se dire, il y aura jamais un seul outil qui fera tout, et donc, en fait, on n'y arrivera jamais. Moi, je me suis plutôt dit comment est-ce que je peux brancher plusieurs outils pour à la fin avoir une seule knowledge base, on va dire ça comme ça. Et c'est tout, enfin c'est tout l'enjeu en fait de cet assistant-là, de cet agent-là, c'est que demain, si on change d'outil d'un point de vue SIRH, en fait, moi ma seule, on va dire le seul truc dont j'aurais besoin, c'est que je puisse y accéder d'un point de vue API ou MCP pour pouvoir accéder aux données. Et comme ça, je peux brancher n'importe quelle source. Et on s'est posé la question, tu vois, pour par exemple le knowledge en interne et le knowledge client, d'avoir un même outil. Mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, nous, la boîte, elle va avoir 12 ans. Des outils, tu vois, on a effectué déjà des migrations. Ça, aujourd'hui, si on doit migrer notre wiki interne, on part sur 1 an, 2 ans de migration avec une personne à temps plein pour l'effectuer, tellement on a de knowledge dessus. Et du coup, je pense que c'est un défocus énorme de boîtes d'aller changer l'outil plutôt que utiliser l'IA pour brancher cet outil-là à quelque chose et obtenir des réponses depuis cet outil-là. Et je pense que la vraie problématique, moi, de mon agent là de connaissances, c'est pas le fait d'aller brancher des sources, c'est en fait le fait que ces sources de données elles soient toujours à jour. Et ça, c'est ça le vrai sujet. Et je pense que c'est ça le plus complexe dans l'histoire. C'est pas faire les branchements et poser une question sur Slack, obtenir une réponse. C'est que cette réponse, en fait, elle soit correcte. Parce que si elle l'est pas, par exemple, pour un commercial, si le truc raconte n'importe quoi ou raconte un truc d'il y a 6 mois, en fait, peut-être qu'on loupe un deal. Et il est là l'enjeu. Trop bien. Écoute, pour clôturer peut-être l'épisode, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit récap pour les auditeurs. J'aimerais bien que tu nous dises un petit peu finalement tes recos, c'est quoi un peu les grandes étapes par lesquelles ils devraient passer avant de se lancer dans un projet de ce type-là. Où sont les points d'attention, quelles sont les choses, les angles morts, les choses auxquelles ils doivent penser pour que
quelque part, ils repartent en ayant les idées claires de se dire, bah, en fait, ok, moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire de mon côté. Voilà un petit peu ma checklist avant de me lancer. Et puis, la checklist quelque part à suivre avec tes petits retours d'expérience pour développer ça. Ouais, bah, en fait, moi je pense que, enfin, la checklist ou plutôt la procédure, c'est comme pour développer un produit comme on l'a toujours fait. En fait, on démarre par un MVP, ensuite on itère jusqu'à obtenir le produit final. Moi, je pense que demain, si je dois recréer un agent pour faire quoi que ce soit, bah, le premier truc que je vais faire, c'est le recréer, faire en sorte qu'il fonctionne dans le local. Je vais ouvrir Claude Code, et je vais lui dire, bah tiens, aide-moi à créer un agent, et surtout explique-moi toutes les étapes que tu mets en place pour pouvoir faire tout ça et faire en sorte qu'il fonctionne en local. Et comme ça permet aussi de comprendre, de monter en compétence sur, en fait, quelles sont les différentes étapes qu'un développeur aurait mis que le développeur aurait mis pour pouvoir arriver à un même résultat. Et ensuite, derrière, en fait, je vais me renseigner pour savoir comment je vais pouvoir le rendre disponible à d'autres personnes. Alors, c'est peut-être pas toutes les personnes d'une boîte, ça peut être qu'une équipe ou n'importe qui, mais faire ça. Moi, du coup, chez Partout, j'ai la chance quand même aussi d'être administrateur sur les outils qu'on utilise. Sur Slack, en fait, j'ai pas eu besoin de la validation de qui que ce soit pour aller créer l'application sur Slack, pour aller faire mon test avec Claude, pour avoir Cursor ou etc. Je peux installer un peu tout ce que je veux. Et c'est une chance, en fait. C'est pas tout le temps le cas dans les boîtes. Des fois, il y a un responsable SI, on n'a pas la permission de faire quelque chose. Mais du coup, je pense que c'est bien de pouvoir créer des choses en local, de pouvoir montrer en fait à quel point ça peut être utile pour la boîte et donc d'aller voir les bonnes personnes pour débloquer les permissions nécessaires pour pouvoir faire en sorte que d'autres personnes puissent y accéder. Si on n'a pas le droit de créer une application sur Slack, on ne pourra jamais démontrer le MVP. En revanche, si on arrive à l'expliquer à une personne que ça va changer, ça va être game changer pour la boîte, ça va faire gagner de l'argent, ça va, je sais pas, réduire par X% le temps d'une personne dans son quotidien, aller chercher de l'information ou quoi que ce soit. En fait, il y a peu il y a peu de signaux rouges pour la personne en face de pas aider en fait à créer cette application sur Slack et donc de permettre aux personnes de pouvoir créer des choses en local. Et ensuite la deuxième chose, c'est une fois que c'est créé en local, comment le rendre accessible. Et ça en fait ça va dépendre des outils qui sont utilisés, de l'architecture de chacune des boîtes, mais ça permet de monter aussi en compétence sur comment fonctionnent aujourd'hui les systèmes dans les boîtes dans lesquelles les gens travaillent et potentiellement derrière monter en compétence sur la compréhension et pouvoir déployer des agents en ligne. Ah, c'est complètement ça. Je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et moi, ce que je te disais aussi, c'est que je me fais des fiches récap une fois que j'interagis avec l'IA. C'est de me dire, en fait, prends toute la conversation et fais-moi une petite fiche récap par exemple, je sais pas comment j'ai connecté tel MCP avec Claude. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est un bon moyen. Ça prend plus de temps. Donc là, il faut en avoir conscience. Mais après, tu as une courbe d'apprentissage. Une fois que tu as compris, on va dire, les grandes mécaniques, qui font que en fait t'es plus à l'aise et tu te poses moins de questions et du coup ça déroule beaucoup plus vite. Ouais, c'est assez rigolo ce que tu dis. En fait, moi un truc que j'avais fait là, quand j'avais une version qui était un peu aboutie, enfin que je trouvais sympa à utiliser, je lui ai demandé en fait de cleaner le code et derrière de me faire une espèce de récap aussi et de m'expliquer dans des mots simples quelles étapes en fait étaient nécessaires pour arriver au résultat. Et en fait, il m'a expliqué à ce moment-là, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté du coup ton app Slack avec tel truc il interagit avec tel truc il interagit avec tel truc par tel moyen, etc. machin. Et à la fin, en fait, j'avais mon espèce de schéma d'architecture qui était là et c'était aussi beaucoup plus clair pour moi comment ça fonctionnait, sachant que j'étais passé par 10 000 changements et je m'étais un peu perdu dans l'histoire, quoi. Donc c'est assez rigolo ta fiche de synthèse. Finalement, je l'ai un peu lié aussi. Je pense que voilà, c'est un bon moyen de mémoriser les choses et puis après voilà, on a différentes manières de mettre ça en pratique. Mais et d'ailleurs, attends, il y a peut-être une dernière question parce que tu vois, tu as mentionné que tu l'as fait en un mois à peu près, à raison peut-être de 3 à 5 heures par jour. C'est 3-5 heures en tout, en fait. Ah, 3-5 heures en tout, ok. Ouais. En fait, ça a été super rapide. En fait, c'est juste que j'ai passé des 5-10 minutes par-ci par-là, en fait, sur un temps d'un mois, quoi. Mais c'est fou. Alors en fait, t'as eu un résultat qui est juste incroyable dans un temps qui est beaucoup moins important que ce que je pensais.
Ouais. En fait, c'était super vite. Et en fait, c'est surtout en fait, le premier jour, quand j'ai lancé le truc, j'avais déjà connecté une source de données, ça tournait en local. Et ça marchait assez bien, d'ailleurs. Ouais. Et c'était la mise à l'échelle qui a pris plus de temps. Ok, c'est ça. Je voulais savoir un peu le découpage. Qu'est-ce qui t'avait pris le plus Ouais. de temps entre le fait d'avoir une réponse cohérente et derrière la mise en hébergement, tout ça. Ah, mais je pense qu'en fait, admettons, si on prend, je vais prendre un timelapse de 5 heures. Sur les 5 heures, la première heure, bah, je pense que j'avais un truc qui fonctionnait très bien avec une source. La deuxième heure, ça fonctionnait avec toutes les sources. Et ensuite, les 3 heures suivantes, c'était comment est-ce que ce truc qui fonctionne en local, bah, en fait, il peut fonctionner pour tout le monde. Et c'est là où j'ai passé le plus de temps. J'ai galéré, j'ai dû parler avec des gens. Enfin, c'était finalement le plus intéressant à la fin, c'était comment est-ce que d'autres gens peuvent utiliser mon app. Trop bien. Bah, en fait, je pense que c'est un bon message d'espoir pour tous les non-tech que tu délivres pour cette fin d'épisode, moi y compris. Donc, non, très très cool en tout cas. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Eh ben, merci à toi. Et puis, bah, si vous avez des questions suite à l'épisode ou vous avez besoin de nous faire, vous avez envie de nous faire vos retours, franchement, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Et puis, bah, nous, ça nous aide à progresser puisque bah, on est sur une émission qui est très très jeune. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, que ce soit sur Spotify mais surtout sur YouTube parce que je pense que c'est là encore une fois où vous aurez la meilleure expérience. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner, en parler autour de vous. Voilà. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut Savinien. Salut Eric, à plus.